Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle fait partie de la Sailing Academy. Dit comme ça sonne plutôt bien. On imagine bien l'idée aussi. Son académie, donc, est celle de l'équipe germano-japonaise DMG Mori, l'écurie du skipper de l'IMOCA DMG Mori Global One, Kojiro Shirashi. L'équipe a donc aussi vocation à promouvoir les jeunes talents, et ça tombe bien, elle a le profil. Si on lui demande quand elle a commencé à faire du bateau, elle ne saura vous dire tant c'est une deuxième nature. Fille de régatier, originaire de l'île de Ré, elle touche à tout avec brio et au plus haut niveau. Optimiste, J70, SB20 entre autres, ça restera un fil rouge. Elle s'éloigne quand même un peu de la mer pour aller décrocher son diplôme d'ingénieur en mécanique et conception à l'université de Belfort-Montbéliard. Notez que la mer, elle est vraiment pas tout près. Mais elle se rapproche de la Mecque de la voile aussi, en faisant son stage de fin d'année à Auckland. Elle met son apprentissage en pratique dans un bureau d'études dans le sud de la France et puis ce sera Lorient la base et justement l'académie. L'ascension est rapide, elle truste les podiums dans ses premières courses en solo, s'aligne l'an dernier sur la Mini Transat et fait figure de favorite. On parle d'elle pour succéder à Isabelle Autissier, Justine Métro ou Clarisse Kremer pour monter sur la boîte. Elle assume son statut, 4e de la première étape. Les spécialistes avaient vu juste, oui, elle est dans le clan des gagnants. Une avarie sur la deuxième partie du parcours met fin aux espoirs de bien finir, mais elle apprend, dans cette première traversée de l'Atlantique, engrange encore des connaissances sur le Mini parce que, elle le dit, son rêve à elle, c'est de faire du Figaro. Début 2024, cela devient une réalité quand l'écurie se diversifie encore et l'installe à la barre d'un Figaro. Elle se prépare pour être au départ de la solitaire le 25 août prochain. Laure Gallet est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Laure, tout va bien ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Très bien. Écoute, je vais commencer avec ma question rituelle qui est la suivante. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, tu me dis quoi comme ça ? Moi comme ça je te dis qu'on est moins nombreuses que les hommes, ça c'est un fait. Mais après, moi je vois pas quand je navigue de différence. Pour moi, je suis un skipper comme un autre. En anglais, c'est un mot anglais skipper et en anglais il n'y a pas de masculin ou de féminin. Je sais qu'en France on entend skippeuse. Parfois, moi j'aime pas trop parce que voilà, je trouve que skipper c'est neutre et ça englobe un petit peu tout le monde. Donc c'est sûr, j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes. Je pense que ça vient petit à petit, mais voilà, en tout cas, on est sur le bon chemin et je vois pas de différence particulière. Je navigue indifféremment avec des hommes ou avec des femmes. Tu dis ce serait bien qu'on soit un peu plus nombreuses. Ça passe par quoi justement, le fait que vous soyez un peu plus nombreuses ? Il y a plusieurs facteurs, mais je pense que déjà les mentalités changent peut-être petit à petit. Il y a
enfin, faut quand même se rappeler que il y a encore un siècle ou un siècle et demi, c'était presque une malédiction d'avoir une femme à bord, quoi. Donc là, il y a quand même des énormes progrès qui ont été faits, mais je pense que ça demande du temps. Il y a de plus en plus de femmes, hein. On le voit sur la dernière transat. Alors on était la mini transat, on était 14 femmes, donc sur 90 skippers. C'est pas beaucoup, mais c'était un record. Je crois que le record précédent était à 10. Donc voilà, petit à petit, j'ai envie de dire lentement mais sûrement, on tend vers cet objectif de parité, quoi. Donc c'est chouette de faire partie de ça aussi, c'est chouette. Laure, dis-nous, comment est-ce que ça a commencé ton histoire d'amour avec la voile et les bateaux? Si on lit un peu ce qui te concerne, j'ai l'impression que c'est pas que t'as pas eu le choix, mais c'est qu'en fait c'est effectivement c'était dans la famille et c'était une deuxième nature chez vous. Ouais, alors mon père surtout, mais ma mère naviguait aussi. Il régatait à la Trinité, il faisait le circuit de la Trinité, Spi West et compagnie en Jot 24 quand j'étais petite. Et en fait, je sais pas, je suis un peu tombée dans la marmite étant petite parce que je pense que mes parents ils ont commencé à m'emmener en mer. J'ai des photos de moi à, je pense 8 mois en mer. Je suis née en septembre, donc ils m'ont peut-être pas emmenée dès le premier hiver, mais je pense qu'au printemps, voilà, j'étais sur le bateau, je marchais à quatre pattes sur le bateau, je crapahutais. Voilà, c'est moi j'ai évidemment aucun souvenir, donc ça c'était on faisait de la croisière. Voilà, du côté de l'île de Ré, probablement un petit peu en Bretagne Sud, on est parti en Grèce, on a un petit peu bougé comme ça. Et puis quand j'ai eu, je pense 6 ans, mes parents m'ont inscrit à un stage d'optimiste à l'île de Ré. Donc à l'île de Ré, les tout petits, on navigue sur les marais salants. On a des dérives qui sont coupées pour avoir moins de tirants d'eau. Et voilà, dans mon club, on fait naviguer les tout petits sur les marais salants. Donc c'est une flaque d'eau, quoi. Mais ça commence comme ça. Et en fait, j'ai pas aimé plus que ça l'optimiste. J'en ai pas fait en régate, c'était juste l'été. Par contre, après, j'ai commencé à naviguer en dériveur avec mon père sur un bateau du chantier Boutemy qui s'appelait le Bouxy. C'est un chantier qui n'existe plus, je crois, mais bon, c'était un bateau qui était très bien pour apprendre. Et donc j'ai appris avec mon père qui m'a vraiment transmis sa passion et voilà, qu'on a navigué ensemble pendant longtemps. Enfin, je pense pendant 2-3 ans, je n'acceptais de naviguer qu'avec mon père. Pourquoi? Bah parce que je pense qu'il y avait une relation de confiance qui s'était instaurée entre lui et moi. Et j'avais full confiance en lui et c'est lui qui m'a tout appris. Et puis voilà, après, quand j'ai eu, je pense, 9 ans, je suis repartie en école de voile. J'ai commencé à faire un petit peu de catamaran. Je fais du Tika notamment. Et à cette époque-là, je faisais pas du tout de compétition. C'était vraiment un loisir. Oui, c'est ce que je lisais. La compétition, c'est venu assez tard. Ouais, c'est venu très tard. Ouais, j'ai commencé la compétition pendant mes études, paradoxalement. Donc j'ai fait comme tu disais tout à l'heure, j'ai fait mes études à Belfort. Pas du tout, du tout. Je pense que pour aller plus loin de la mer en France, c'est vraiment compliqué. C'est exactement ce que j'ai essayé de calculer et effectivement, je pense qu'on est quand même bien loin là. Ouais, on est quand même très très loin, à la fois vers le nord, vers l'ouest et vers le sud. J'ai fait mes études un peu loin de la mer, mais quand même mes stages étaient en bord de mer, quoi. Il y avait quand même une limite au truc. Donc j'ai fait un premier stage sur l'île de Wight en Angleterre. Et en fait, c'est là où je cherchais un peu à naviguer et ça régate quand même pas mal dans le Solent. Donc du coup, je me suis retrouvée embarquée en équipage. C'était donc en SB20, c'est là-bas que j'ai commencé le SB20 et puis un petit peu en IRC aussi. Et j'ai commencé la régate comme ça pendant mon premier stage. Je suis retournée à Belfort, donc là forcément plus trop de régate. Et puis deuxième stage à Auckland en Nouvelle-Zélande. Et là, bah pareil, je régatais quand même pas mal dans la baie d'Auckland, qui ont un super plan d'eau et avec les Néo-Zélandais qui sont super sympas, quoi. Donc voilà, je m'y suis mise comme ça. Mais donc j'ai découvert la régate plutôt dans le milieu anglo-saxon que dans le milieu français. Et justement, j'allais te poser la question, dans ces milieux anglo-saxons, que tu sois une femme navigante, alors pour le coup, pas forcément avec un palmarès de dingue, puisque tu te mettais à la compétition. Ça a été facile de trouver sa place? Et ben, je trouve que c'est presque plus facile dans les milieux anglo-saxons que dans les milieux français. D'accord. Bon, après, je l'ai vécu comme ça. Quand j'ai commencé à régater en France, c'était du côté de Marseille. C'était pas toujours facile de trouver des embarquements.
Après, je pense que c'est aussi le monde de la voile anglo-saxonne qui le veut, c'est-à-dire qu'en Angleterre, c'est beaucoup plus simple d'accéder aux régates quand on sort de nulle part. Parce qu'en fait, eux, ils embarquent un peu n'importe qui sur le ponton 10 minutes avant le départ, il y a pas de souci. En France, c'est un peu, il y a des trucs un peu compliqués. Il faut une licence, il faut machin, il faut truc, il faut s'inscrire une semaine à l'avance. Eux là-bas, ils ont pas tout ça, quoi. Moi, j'ai navigué, j'avais pas de licence ni en Angleterre ni en Nouvelle-Zélande, et personne qui m'a jamais rien demandé. Et donc, voilà, je me pointais sur les pontons le matin de la course, je discutais un peu avec les gars, et en général, au pire, au deuxième ou au troisième bateau, j'étais embarqué, quoi. Enfin. Moi, de ce que j'ai vécu, les gars se posaient pas du tout la question de savoir si j'étais une femme, un homme, si je naviguais bien, pas bien. Tant que j'étais motivée, ça leur allait, quoi. En France, c'est un petit peu plus, les gens sont un peu plus méfiants. Alors, je sais pas si c'était le fait que j'étais du côté de Marseille ou ce serait pareil en Bretagne, je sais pas trop. Mais ouais, c'était un petit peu différent, j'ai trouvé. Quel souvenir tu gardes justement de ces premières expériences, alors pour le coup, enfin, que ce soit ou dans le Solent ou à Auckland, de ces premières compétitions? Ah bah moi j'avais trouvé ça génial. Après j'ai progressé assez vite parce que j'avais quand même on va dire un bagage assez costaud en loisirs. Donc du coup je suis vite rentrée dans le rythme, j'ai vite compris comment ça marchait. Et, au début j'étais beaucoup numéro un. Puis plus ça allait, plus ils voyaient que je me débrouillais bien, donc je reculais un petit peu pour faire GV, même pour barrer parfois. Donc ouais, moi j'en ai un super souvenir, c'était super chouette. Et puis il y avait très facilement dans les milieux anglo-saxons des régates, il y a des régates un peu sérieuses et puis il y a plein de régates qui sont pas du tout sérieuses, qui sont les régates qu'ils appellent Wednesday nights ou Friday nights. Donc c'est le soir en sortant du boulot, le départ il est à je sais pas à 17h00. Il n'y a pas de comité. Le départ, c'est entre une bouée et un drapeau qui est à terre. 17h, t'es là, t'es pas là, tout le monde s'en fiche. Il n'y a pas d'inscription. Tu viens, tu fais ce que tu veux. Et puis après, tout le monde va boire un coup. Ça dure une heure et demie. Et ça, c'est super sympa, quoi. Du coup, on peut naviguer quasiment tous les jours. Et ça, c'est des régates assez cool. Et puis le week-end, c'est les régates un petit peu plus sérieuses. Ça t'a rendu forte de quoi, ces expériences-là? Je pense qu'il y avait quand même, il a fallu pas mal s'adapter, notamment à la langue. Alors moi, je parle bien anglais parce que j'ai habité en Angleterre quand j'étais petite, donc du coup, je parlais bien anglais. Mais par contre, le vocabulaire de la voile, je l'avais pas du tout. Enfin voilà, je connaissais les noms des bouts en français. Alors il y a des trucs, c'est pareil, Cunningham, c'est pareil. On s'y retrouve. Et puis alors, il y a des trucs. Au début, j'étais là, je me dis de qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire. Surtout en Nouvelle-Zélande, parce qu'en Nouvelle-Zélande, en plus, il faut rajouter l'accent L'accent? néo-zélandais. Ouais, l'accent Oui. néo-zélandais, auquel j'étais pas du tout habituée au début. En Angleterre, ça allait. L'accent anglais, je le connaissais, donc voilà, c'était un petit peu différent. Donc il a fallu s'adapter, mais bon après voilà, il y a jamais eu de pression particulière ou quoi. Les gars, ils se prennent pas pour des dieux ou quoi. Ils sont hyper cool et hyper détendus. Enfin, en tout cas, en Nouvelle-Zélande, c'est plutôt chill. Le rythme, c'est assez tranquille. Et puis à côté de ça, en Nouvelle-Zélande, ce qui était magique, c'est que moi j'y étais en 2017, donc au moment de la Coupe de l'Amérique aux Bermudes. Et donc, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, je suis arrivée tout début d'année, fin janvier, et les Néo-Zélandais étaient en train de mettre à l'eau leur AC-50 à Auckland. Et ils ont navigué dans la baie d'Auckland pendant un certain temps avant de partir aux Bermudes. Donc du coup, nous, on naviguait le soir et puis on les voyait, ils passaient à côté de nous à 45, 50 nœuds. Enfin, c'était incroyable, quoi. Waouh, quel souvenir. C'est pas mal, hein? Bah ouais, parce qu'en fait, les AC-50, ils ont navigué qu'aux Bermudes. Sinon, toutes les autres équipes ont navigué qu'aux Bermudes. Donc en fait, il y a pas grand monde qui les a vus naviguer pour de vrai. Et ouais, en Nouvelle-Zélande, c'était incroyable. Et puis bon, à côté de ça, le soir, en rentrant des régates, de regarder la coupe, les Néo-Zélandais, ils sont à fond dedans, quoi. Donc moi, j'ai vraiment découvert la coupe là-bas. Avant, je suivais un peu de loin, mais depuis mon séjour en Nouvelle-Zélande, je suis la coupe d'un petit peu plus près, ouais. On te verra peut-être sur les prochaines Women America's Cup? Non, c'est pas prévu au programme. Comme je suis partie dans la voie offshore plus que dans la voie inshore pour le moment. Mais bon, en tout cas, je suivrai avec attention l'équipe française sur la prochaine coupe, ouais, ça c'est sûr. Les équipes françaises, les 3 équipes françaises, exactement. On parlait de l'université à Belfort, justement. C'était ancré en toi d'aller faire ces études là. Qu'est-ce que tu avais comme objectif? Alors moi, je voulais faire des études d'ingénieur. Alors bon, j'ai pas été très originale puisque j'ai suivi un peu la voie familiale avec deux parents ingénieurs et enfin, voilà, on est tous plutôt scientifiques dans la famille.
Ils sont ingénieurs dans quoi, ton papa et ta maman? Alors ma mère, elle a fait de la finance, donc c'est pas 100% d'ingénierie, mais elle a un diplôme d'ingénieur. Et mon père, il a fait des études en matériaux. Donc D'accord. ça se rapproche un peu de la mécanique, même si maintenant il fait tout autre chose, mais il a un peu touché à tout. Il s'intéresse à tout, il touche à tout. Donc voilà, je pense que où qu'il mette les pieds, il s'en sortira. Et c'est un vrai ingénieur, lui, pour le coup. Autant maman, elle a été ingénieure parce qu'elle savait pas trop quoi faire, je pense. Mais papa, lui, c'est un vrai ingénieur. Dans sa tête, dans son fonctionnement, c'est vraiment ça qui lui plaît. Et puis bah voilà, moi c'est vraiment ça qui me plaît aussi là-dessus. Je ressemble plutôt à mon père. Et après bah le choix de l'école, alors là c'est un peu la distribution sur les systèmes d'admission post-bac. Là j'avais pas un très bon dossier, j'étais dans un bon lycée, mais j'étais pas très bonne élève en terminale. Donc du coup je suis un peu allée là où j'ai eu de la place, là où j'ai été prise. Et c'était chouette, hein, Belfort. Au bout de 5 ans, ça commençait à être un petit peu long parce que j'ai fait du coup prépa intégrée à Belfort et puis ensuite j'ai fait les 3 années d'école d'ingé. Donc au bout de 5 ans à Belfort, ça commençait à être un petit peu loin de la mer, hein, mais à côté de ça, j'ai découvert la montagne. Ouais, je faisais du ski de rando, d'escalade. Donc c'était, voilà, je suis restée quand même dans les sports outdoor. Bon, après les études, tu vas intégrer un bureau d'études dans le sud de la France, c'est ça? C'est ça, au chantier naval de La Ciotat. Très bien. Et là, tu te sens comment? Est-ce que tu te dis, voilà, ça va être mon métier, je vais faire ça? Est-ce que, comme tu as goûté à la compétition justement les années précédentes avec tes stages, c'est quand même dans un coin de ta tête de te dire, ah, quand même, d'en faire mon métier, ce serait pas mal aussi. Est-ce que tu es dans un tiraillement à l'époque où la question se pose pas encore? Non, la question se pose pas encore. À cette époque-là, j'avais pas du tout imaginé en faire mon métier. Alors bon, j'avais dans un coin de ma tête, ouais, le Figaro, ça me faisait rêver, ça c'est sûr. Mais c'était pas du tout. Enfin, j'en faisais pas une fixette absolue non plus. Je me disais que voilà, si je pouvais naviguer un petit peu plus, ce serait bien, mais c'était pas du tout un objectif. Moi, je me voyais bien bosser en tant qu'ingénieur. Alors bon, à La Ciotat, c'était mon premier boulot. J'étais dans les super yachts, dans les yachts de luxe qu'on voit à Saint-Tropez, à Antibes et tout, à Monaco. Et j'avais quand même déjà en tête assez rapidement que ça me plairait bien d'être ingénieur dans une équipe en course au large. Voilà, ça c'est venu assez vite. Alors enfin en course au large ou sur la coupe. La coupe, ça m'intéressait aussi en tant qu'ingénieur. D'ailleurs, j'avais essayé d'intégrer des équipes de la coupe, enfin juste après mon diplôme, quoi, début 2018, où c'était un nouveau cycle pour la coupe. Et puis bon, ça s'est pas fait. Dans ma tête, c'était quitter le milieu des super yachts qui me plaisait qu'à moitié, même si j'ai appris énormément de choses techniquement là-bas, pour rebasculer sur les voiliers, mais en tant qu'ingénieur. Donc dans le milieu de la régate, mais en tant qu'ingénieur. Je me voyais pas du tout à l'époque être skipper. Et puis progressivement, donc j'ai quand même passé un peu plus de 3 ans là-bas, 3 ans et demi, je crois. Et puis je naviguais de plus en plus, j'avais de plus en plus d'embarquements, je progressais et tout, donc c'était assez plaisant. Et est venue cette opportunité chez DMG Mori, donc c'est eux qui font un appel à candidature. Et là, ils cherchent un skipper pour un Mini 650 en proto 9, plan raison. Alors, elle prend le plan raison qui gagnait tout à ce moment-là, et puis qui continue de pas mal gagner quand même. Et mais il voulait un profil d'ingénieur qui puisse aussi filer un coup de main en bureau d'études pour le projet IMOCA. Bon bah sur le papier c'est parfait quoi. Enfin Tu coches quand même pas mal de cases là sur le. Ouais, je cochais pas mal de cases. Voilà, je me dis bon bah allez, je candidate et puis on verra bien ce qui se passe. Dans ma tête à ce moment-là, donc ça on est été 2021. Je me dis bon mais de toute façon va y avoir enfin des dizaines voire des centaines de candidatures et d'ailleurs je crois qu'ils ont eu 200 candidatures, un truc comme ça. Enfin donc je m'emballe pas trop, je candidate parce qu'il faut tenter sa chance, mais je m'emballe pas trop en me disant bon bah enfin voilà des profils comme moi dans le monde de la voile, on voit que dans les jeunes aujourd'hui il y a de plus en plus d'ingénieurs parce que c'est un sport mécanique et que les compétences qu'on acquiert en ingénierie elles sont quand même assez utiles et donc il y a beaucoup d'ingénieurs aussi bon des profils qui vont bien convenir, ils en auront plein d'autres donc on verra. Et puis, je suis retenue pour la première phase d'entretien. Ensuite, ils me retiennent pour le dernier week-end de sélection. Donc, je viens à Lorient, je rencontre l'équipe. Vous êtes combien à ce moment-là dans ce dernier week-end là?
On est une dizaine, je crois. Je crois qu'on était Il y a beaucoup de 9. filles? On était 4 filles, je crois. Ok. Ouais, quatre filles. Et du coup, bon, bah, je rencontre le sponsor, je rencontre l'équipe. J'avais l'impression que pour moi, le week-end s'était vraiment bien passé, quoi. J'avais un bon feeling et tout. Et puis, 15 jours plus tard, c'est Charles Vert, le team manager, qui m'appelle et qui me dit, bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On t'a sélectionné pour être notre skipper mini à partir de l'année prochaine, quoi. Et donc là, moi je me rappelle, j'étais au boulot, c'était en début d'après-midi, j'étais surexcitée, impossible de bosser pour le reste de la journée, voire pour le lendemain. On peut comprendre. Bon après, donc à mon ancien boulot au bureau d'études, ils étaient au courant que j'étais dans cette sélection. Ça sortait pas de nulle part, donc je leur ai dit tout de suite que du coup j'allais démissionner. Et voilà, et donc je suis arrivée à Lorient 2 mois plus tard. J'ai déménagé de La Ciotat à Lorient. Déjà, j'ai été super contente de revenir en Bretagne parce que j'avais déjà en tête depuis quelques temps que j'avais pas envie de rester à La Ciotat. Le sud, c'était pas trop, c'est pas ma région, c'est pas ma région préférée, on va dire. J'avais envie de revenir un petit peu plus près de l'île de Ré, de la Bretagne et tout. Donc, je visais un secteur n'importe où entre La Rochelle et Brest, quoi. Donc Lorient, ça cochait encore les cases. Donc vraiment, j'étais au bon endroit au bon moment et j'ai commencé le projet début 2022. Qu'est-ce qui... Alors c'est toujours un peu difficile de parler de soi, mais qu'est-ce qui a fait la différence, tu penses? Peut-être t'ont-ils dit ce qui avait fait la différence, mais toi, comment tu sens que tu as su te «vendre» entre guillemets, hein? Moi, je pense que déjà, ils cherchaient quelqu'un avec qui humainement, ils pensaient que ça allait bien se passer. Moi, j'avais eu plutôt un bon feeling dans les entretiens avec un peu tout le monde, quoi. J'avais l'impression que le courant était bien passé et je crois que ça a joué beaucoup. Et puis après, mais bon, il y en avait d'autres aussi. Et moi, j'avais le bagage un petit peu complet. Enfin, je pense que parmi les femmes, en tant que navigante, j'étais un petit cran au-dessus. J'avais un petit peu plus d'expérience en régate. Je naviguais depuis plus longtemps. J'étais plus à l'aise sur l'eau. Et puis après, sur les compétences en ingénierie, là, je pense qu'on était, on avait tous des domaines un petit peu différents. Je pense pas que ça se soit joué sur les compétences en ingénierie. Je pense que c'était à compétences égales. Je pense qu'ils prenaient une femme. Ça me paraît assez évident. Et puis après, l'humain et puis le fait que j'avais quand même pas mal d'expérience en régate par rapport aux autres filles qui étaient dans la sélection. Mais voilà, je pense que c'est un cumul. Hein, c'est pas, de toute façon, c'est pas un seul facteur. Et je crois qu'ils sont pas mécontents de leur choix. Ouais, ça se voit. Quand on lit les articles qui te concernent, Laure, on lit beaucoup l'ascension est fulgurante ou l'ascension est rapide ou toi comment tu vis alors avant que n'arrive cette première mini transat bien sûr mais comment tu vis ces premiers moments justement? Les résultats, je les ai jamais beaucoup regardés. Après, c'est sûr que, oui, quand les articles, ils regardent beaucoup les résultats. Pour moi, l'essentiel, c'était d'être contente de comment j'avais navigué, de rester dans mes objectifs à moi, sans trop me focaliser sur le fait d'être sur le podium. Après, c'est sûr que au tout début, les 2 premières courses que je fais sur le circuit mini, je les gagne, une en double et une en solo. C'était hyper plaisant déjà parce que c'était une surprise complète, c'était pas du tout un objectif de gagner. Après l'objectif de faire des podiums, il est arrivé plus la 2e année, mais c'était pas l'objectif principal, quoi. L'objectif principal, c'était toujours de me dire bon bah voilà, sur cette course je vais essayer de me forcer je sais pas, plus utiliser le pilote parce qu'il fallait que j'apprenne à régler mon pilote correctement pour la transat, où je vais me focaliser sur telle ou telle partie. Faut vraiment qu'à la fin de la course, le gros temps, ça a jamais été mon truc. Donc, s'il y avait une course avec du gros temps, on me disait bon bah là, on freine pas, on y va. Et puis la course, elle est courte de toute façon, donc il faut y aller. Et puis il faut gagner en aisance dans le gros temps. Et après, les résultats, ils venaient tout seuls en se focalisant, en disant bah je fais mon possible, je navigue bien et tout. En fait, les résultats, ils finissent par venir tout seuls, quoi. C'était pas l'objectif. Tu es quel genre de skipper, Laure? Et de façon plus large, tu es quel genre de personne sur un bateau en mer, en compétition? Je suis plutôt calme. Je m'énerve pas. Quand je naviguais en équipage, moi je sais jamais le ton, surtout pas quand j'étais à la barre.
Donc ouais, super calme, assez patiente, mais quand même déterminée quoi. Enfin voilà, quand quand j'ai un objectif, je me donne j'essaye de me donner au plus possible les moyens de y arriver. Après, j'y arrive pas, c'est pas grave, mais je suis du genre à essayer de mettre toutes les chances de mon côté, et puis après on voit ce qu'il en sort. La compétitrice que tu es, puisque tu l'as dit, hein, petite, c'était pas ça. Finalement, c'est venu assez tard, et puis là, ça se concrétise pleinement depuis quelques années. La compétitrice que tu es en train de devenir, elle est comment? Je pense pas que je suis la compétitrice la plus féroce. Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus féroces que moi dans le milieu. Parce qu'en fait, moi, je suis plus quelqu'un qui fait la compétition contre moi-même. Alors les autres, ils m'aident à progresser moi-même, puisque ça me permet de jauger de ma progression. Mais le résultat global d'une course, en fait, je l'ai jamais trop regardé, quoi. C'est pas ce que je regarde en priorité. Alors c'est sûr, le fait de se battre contre soi-même et d'essayer de regarder à côté, le copain à côté il va plus vite, bon, faut que je trouve quelque chose pour aller plus vite. Je l'ai parce que j'essaye toujours de faire au mieux. Mais en fait j'essaye toujours de faire au mieux. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétiteurs que moi, même si je suis quand même assez compétitrice. Ouais. Et l'ingénieur que tu es aide à quel point la navigatrice que tu es? Je pense que l'ingénierie, ça m'a apporté pas mal de rigueur. Alors j'étais déjà assez rigoureuse, mais je suis plutôt quelqu'un qui marche de manière assez cartésienne, quoi. Sur le bateau, il y a pas beaucoup de place au feeling. Il faudrait peut-être qu'il y en ait un petit peu plus dans certains moments. Mais voilà, je fonctionne avec de manière assez scientifique, assez cartésienne, avec des chiffres voilà, j'assemble un peu tous les chiffres et puis je fais ma petite popote interne dans ma tête pour savoir quoi faire. Mais je pense qu'il y a, il y a des marins qui fonctionnent énormément au feeling, d'autres un petit peu moins. Et je suis plutôt de la deuxième catégorie. Laure, on en parle de cette mini l'année dernière, de ce départ. Alors déjà des Sables d'Olonne, hein, c'est pas rien. Ça veut dire que vos bateaux étaient là où normalement tous les 4 ans, il y a effectivement les IMOCA qui vont prendre le départ du Vendée. Alors, tu as vécu, j'imagine, ce port, le chenal, la ligne de départ. C'était comment ce moment-là? Ouais, alors c'était un chouette moment. Je pense que le fait d'avoir fait la course les Sables, les Açores, les Sables l'année d'avant, donc j'avais déjà vécu un départ des Sables d'une grande course quand même, parce que les Sables, les Açores, les Sables, c'est une course qui est quand même assez conséquente. Et en fait, quand on part des Sables, aller aux Açores ou aller aux Canaries, finalement, c'est à peu près la même longueur. Donc le fait de l'avoir vécu déjà l'année d'avant, je pense que ça m'a pas mal aidé à gérer. Je connaissais l'endroit, je connaissais le chenal, je connais un petit peu le plan d'eau en sortant du chenal, donc ça aide pas mal. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions. Et donc ouais, mais c'était un chouette moment. Ouais. 4e de cette première étape. Ouais. J'aime bien ce que tu dis ça avec un petit sourire, parce que moi j'explique aux auditeurs, hein, j'ai la chance Ouais. de te voir évidemment. Il y a un petit sourire presque modeste, mais c'est pas rien, 4e. Ah bah c'était top. Enfin moi j'ai un super souvenir de la première étape. Enfin je me suis éclatée quoi. C'est surtout ça, c'est que je me suis éclatée. Je pense que j'ai plutôt bien navigué et comme ça quand j'y repense, je me dis j'ai pas fait de grosses erreurs ou quoi. Il y a toujours des moments où on peut gratter un petit peu, mais j'ai pas cassé de matériel. Je suis arrivée, j'étais en forme. Et c'était une super étape, quoi. Un petit peu dur dans la pétole sur les 5 derniers milles, on est quasiment arrivé, et puis là on tombe dans la pétole alors qu'on pensait qu'on allait prendre plutôt baston, mais voilà. Enfin moi j'en garde un super souvenir. J'étais super contente de moi. Super contente, j'avais réussi à mettre en application tout ce que j'avais appris sur les 2 années précédentes, et c'est pas rien quand même, parce que on passe 2 ans à se consacrer à un projet, et donc quand ça marche, forcément c'est génial, quoi, c'est hyper plaisant. Et puis j'étais 4e, mais j'étais à 1h50 du premier après 10 jours de mer, donc c'était hyper serré en fait. Au moment où le premier il passe la ligne, nous on entend à la VHF son passage de ligne, quoi.
moi je devais être à 5000 de l'arrivée au moment où il passe. Alors c'était dans la pétole, donc dans la pétole 5000 on met 2 heures, mais je pense que j'étais vraiment pas loin. T'as appris quoi sur toi, sur cette première étape? Forte de cette 4e place qui plus est. Bah déjà que je suis capable de le faire. L'année d'avant la SAS, j'étais arrivée avec un bateau qui était pas prêt. Moi j'étais pas prête. Enfin bon, ça avait été beaucoup plus compliqué. Et en fait plus généralement sur la transat les 2 étapes réunies, ce que j'ai appris c'est que je préfère naviguer en côtier avec un peu plus de, je préfère faire des bords plus courts, je préfère, mais même c'est la conclusion des 2 années en fait, c'est que quand il y a des parcours qui durent 2-3 jours où vous faites dessus tout le temps et je m'éclate beaucoup plus que sur une transat. Donc la transat, j'ai trouvé que c'était génial et puis il y a quand même le côté mythique de dire bon bah j'ai traversé l'Atlantique comme c'était ma première transat. C'est vrai que c'est une sacrée case de cocher et je pense que j'en referai des transats. Mais aujourd'hui, je me vois plus faire des petits parcours, naviguer à la côte, aller jouer avec des effets de site, avec plus de phases de transition et ouais, ça m'amuse quoi. Ça m'amuse vraiment. Donc la transat c'était chouette, mais je pense que même indépendamment de la casse matérielle que j'ai eue sur la 2e étape. Au niveau du bout dehors qui a fait que j'étais un peu en galère pour envoyer le SPI et le SPI quand on est dans les alizés c'est quand même plutôt pratique indépendamment de ça en fait même avant de casser parfois je me disais bon bah enfin ok ça fait 48 heures que je suis sur le même bord plus de mal à trouver un rythme quand les bords sont longs que quand les bords sont courts je trouve. Donc voilà, c'est un peu la conclusion c'est pas la conclusion de la transat en fait, c'est la conclusion des 2 années et c'est là aussi que ouais, je suis plus à l'aise je pense sur une étape comme la première étape où on est un peu plus tout le début, il y a la traversée du golfe de Gascogne, après on longe le Portugal, il y a la flotte est plus dense aussi. Moi j'ai pas de souci avec la solitude. Mais par contre, pour être dessus tout le temps et me mettre dans le rythme régate, je trouve ça quand même chouette d'avoir des amis à côté qui se comparer. Quand on est tout seul, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve. Tu l'as digéré facilement, la frustration? Les premiers jours, c'était pas facile. Mais bon, je me suis occupée à essayer de faire une petite réparation de fortune pour pouvoir quand même renvoyer de la toile. Après, quand je suis arrivée, je crois que ça faisait déjà 8 jours ou 9 jours que j'avais cassé. Enfin, j'ai cassé, j'étais super loin, j'étais à 1200 ou 1300 000 de l'arrivée, je crois. Enfin, il y avait quand même encore du chemin à faire. Donc ouais, en arrivant, la déception elle était complètement digérée. Et puis en fait, l'avantage d'arriver derrière, c'est qu'il y a vachement plus de monde au ponton. Et l'ambiance était dingue. L'ambiance était dingue à Saint-François en Guadeloupe. Et en plus, je suis arrivée à l'heure de l'apéro, donc ils étaient tous chauds bouillants. Et j'ai dû être, je crois que je passe la ligne à 19h30 et je suis au ponton à 20h. Et il y avait une ambiance de fou sur les pontons. Et c'est vrai que quand t'arrives devant, il y a moins de monde au ponton. Donc voilà, ça a des avantages d'arriver derrière aussi. Il faut voir le positif là-dedans. Et voilà, c'était top. Alors on l'a dit en introduction et puis tu l'as rappelé là dans tes propos, on a un peu l'impression que tout ça c'était aussi une formation et une façon, d'apprendre encore et encore pour aller sur le support qui te fait envie depuis longtemps, à savoir le Figaro. Ça s'est passé comment, justement avec l'académie, j'adore dire ça, et DMG Mori, le fait qu'ils acquièrent justement un Figaro pour t'en confier la barre? Ouais, alors moi dès le départ, donc même quand j'étais à La Ciotat, le Figaro me faisait beaucoup plus rêver que le Mini, mais quand il y a eu cette opportunité en Mini, j'y ai vu un moyen de mettre un pied dans la course au large pour ensuite peut-être accéder au Figaro. Ça s'est passé comme ça, donc là pour le moment tout roule. Je pense que déjà début 2023, on a commencé à en parler avec Charles, le team manager. On commençait à réfléchir. Il me disait qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Est-ce que tu as envie de continuer dans la course au large? Est-ce que tu veux repartir faire que de l'ingénierie? Donc la discussion était très ouverte.
Et donc moi j'ai très vite dit moi j'ai envie de faire du Figaro quoi. Enfin je pense que ça me conviendra pour telle et telle raison donc voilà, on a commencé à en parler un petit peu avec Kojiro, je pense au début d'été l'année dernière. Et j'ai eu la confirmation que le projet se ferait à la fin de la transat. Voilà, il voulait attendre la fin de la transat pour la décision définitive, pour que moi aussi je puisse à la fin de la transat dire bon bah finalement en fait après transat je veux plus faire de course au large, mais ça n'a pas été le cas. Et du coup voilà, on a acheté le bateau en janvier et depuis mi-janvier je m'entraîne et j'ai déjà fait une course d'ailleurs. Et voilà, donc non, mais ça s'est super bien goupillé. Le sponsor a accepté de suivre sur ce projet, donc c'est top. Et je pense qu'eux, ils avaient vraiment la volonté de nous accompagner au-delà du projet mini. Et d'ailleurs, Federico, qui était le skipper du deuxième mini DMG Mori, lui, il a pas souhaité continuer en course au large, mais il est toujours dans l'équipe. Il est préparateur sur l'IMOCA et voilà, il y avait vraiment cette démarche de nous accompagner, quelle que soit notre décision, quoi. Elle est énorme comment, cette opportunité justement de cette Sailing Academy? Elle est énorme assez fort quand même. Je pense que tout le monde n'a pas la chance d'avoir cette opportunité. Déjà, enfin le projet mini, c'était un truc de fou, quoi. Enfin de projet sur un bateau neuf avec 2 bateaux dans l'équipe, des protos, des plans raison qui sont des super bateaux et puis enfin l'air de rien. Et les bateaux, les mini, ont été construits par l'équipe puisque en fait après le Vendée Globe, l'IMOCA est parti au Japon, donc l'équipe qui était restée en France s'est occupée en construisant 2 mini. Donc et puis c'est chouette de savoir que les bateaux ont été construits dans l'équipe. Et en termes d'apprentissage, c'est énorme. Enfin, en mini, nous on a vraiment mené nos projets de A à Z. Donc voilà, on a toute l'aide qu'il y a autour, on a accès au matériel. Dès qu'on a une question, il y a quelqu'un pour y répondre et tout. Mais après, nous on gère vraiment nos projets nous-mêmes. Moi, je préparais mon bateau moi-même. Enfin voilà, on fait tout nous-mêmes comme les autres ministres. Sauf que énorme confort, on a le budget, quoi. On n'a pas besoin de chercher le budget, et ça on sait que le budget c'est quand même le nerf de la guerre. Et puis là voilà, l'opportunité de passer sur le Figaro et de continuer dans ce fonctionnement, c'est un truc énorme, quoi. C'est génial. Et ce qui est encore plus génial, c'est que là les 2 ministres, enfin il y a les 2 mini ont des nouveaux skippers, et au Japon on commence à préparer la relève pour 2027. Ils ont commencé à recruter et à former des jeunes pour la Mini Transat 2027, puisque au Japon, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins enfin la voile est un peu moins un sport courant, quoi, on va dire. Enfin, c'est pas très courant en France, mais c'est là encore moins au Japon. Et donc de trouver des jeunes qui savent naviguer, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc ils ont commencé à former des jeunes. On a un offset au Japon, donc un mini de série. Et on a 3 jeunes japonais qui naviguent en offset. Et puis voilà, on espère qu'il y en aura 1 ou 2 qui viendront en France et qui prendront la barre des protos. Donc c'est un projet qui est amené à être pérennisé et c'est chouette. Est-ce que tu as des modèles? Hommes, femmes, navigants, ou pas navigants d'ailleurs, mais a priori navigants, navigantes? Non, j'ai pas de modèle particulier. Pas d'idole? Non, j'ai pas d'idole. J'ai jamais trop fonctionné comme ça. Donc non, c'est plus. Je regarde plus les événements que les personnes. Bon alors à propos d'événements, merci pour cette transition toute trouvée. Laure, tu es parfaite. Solitaire du Figaro, départ cet été évidemment, comme toujours. Ça ressemble à quoi ton quotidien là justement avec ça en ligne de mire? C'est quand même un peu moins chargé que quand j'étais en mini. J'ai un peu plus de temps pour moi. Donc là, par exemple, cette semaine, là, je remets à l'eau cet après-midi. J'ai fait la décoration du bateau en fin de semaine dernière. Donc là, ça y est, le bateau est décoré aux couleurs de DMG Maurice, qui était une étape importante quand même dans le projet. Et là, je remets à l'eau cet après-midi et je vais aller naviguer. On a un stage d'entraînement là mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, en général, j'essaie de naviguer au moins 2 jours par semaine. C'est pas mal. Et puis le reste du temps, y a de la gestion de projet à faire quand même, un petit peu de logistique.
préparer le bateau aussi. Il y a un petit peu de préparation du bateau que je fais moi-même. Mais c'est quand même beaucoup moins prenant qu'en mini. En mini, préparer le bateau, c'est quand même un petit dossier, surtout en prototype, parce que les bateaux sont quand même très complexes. Le Figaro, c'est beaucoup plus simple, et c'est aussi beaucoup plus robuste, donc on passe plus de temps à naviguer et moins de temps à bricoler, et ça, c'est quand même pas mal. Est-ce que tu as des appréhensions particulières à l'idée d'aller disputer cette solitaire? Non, j'ai pas d'appréhension, non. Non, bah après bon la course au large du coup en ayant fait du mini, je connais, je sais ce que c'est d'être en mer sur plusieurs nuits que non, j'ai pas d'appréhension particulière, non. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, hein, on verra, c'est un format que je connais pas trop, le format solitaire avec des escales qui sont quand même assez courtes pour récupérer, donc voilà, on m'a dit que j'allais en sortir complètement cramée à la fin de la 3e étape. Je pense que ceux qui m'ont dit ça, ils ont raison. Et je pense que tant qu'on l'a pas expérimenté, c'est difficile de se rendre compte à quel point on est cramé. Mais non, j'ai pas d'appréhension particulière. Alors, s'il n'y a pas d'appréhension, quelles sont les attentes et l'excitation qui t'animent déjà à l'idée d'aller faire cette course mythique quand même, hein? Ouais, c'est mythique. Bah, je pense que ce sera encore plus un rêve qui se réalise de participer à la solitaire que ça ne l'était de finir la transat. Même si la transat dans une vie de marin, c'est quand même un événement, enfin que ce soit la mini transat ou n'importe quelle transat, hein, c'est quand même, je pense, un objectif de beaucoup de marins. Mais ouais, la solitaire, je pense que ça va vraiment être un rêve qui se réalise et voilà, faudra essayer de bien gérer les émotions par rapport à ça. Et puis après, essayer d'apprendre au maximum. On sait qu'en Figaro, performer dès le début, c'est quand même très très compliqué. Donc voilà, juste faire au mieux, préparer la course sérieusement et puis naviguer comme je sais naviguer avec les armes que j'aurai au moment de la course. Et puis on verra ce qu'il en sort. Et j'espère faire une 2e saison avec des objectifs un petit peu plus élevés, quoi. Mais voilà, cette année, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre le plus possible, d'engranger de l'expérience, de progresser dans tous les domaines, que ce soit la marche du bateau, la météorologie. Enfin, en course au large, il faut savoir tout faire, quoi. Donc, je pense que les figaristes, ils ont cette attention aux détails qu'il faut développer encore plus que ce que je faisais en mini. Et voilà, c'est ça les objectifs pour cette année. Est-ce qu'avec toutes tes activités, toutes ces opportunités aussi, tu arrives à trouver la balance avec ta vie perso? Ou la vie perso, on la met un peu, allez, entre parenthèses parce que il y a ces gros objectifs sportifs à aller chercher? Alors, en mini, clairement, la vie perso, elle était complètement entre parenthèses et complètement interrompue. Parce que en mini, avec ouais, la préparation, surtout la préparation du bateau qui me prenait énormément de temps, parce que j'ai eu un bateau neuf, donc tout était à faire sur le bateau, quoi. Quand j'ai eu le bateau, il y avait rien dessus. Et en même temps, c'est une super école parce que le bateau, bah, le mini, je le connaissais sur le bout des doigts, quoi. Enfin, dès qu'il y avait un boulon qui se desserrait, je savais quelle était la taille de la clé qu'il fallait prendre. Je partais pas avec 15 clés pour ramper au fond du bateau. Je savais tout de suite ce qu'il fallait checker et tout. Mais ça, c'est un investissement qui est énorme, quoi, en temps. Je pense que j'ai eu très peu de week-ends où j'allais pas bosser sur le bateau. En plus, en mini, bah, comme il y a pas mal de ministres qui bossent à côté, je sais pas comment ils font d'ailleurs, il y a beaucoup de ministres qui bossent à côté. Bah, du coup, il y a des entraînements, il y a quelques entraînements en semaine, il y a beaucoup d'entraînements le week-end. Donc, du coup, bah, c'est-à-dire, la semaine, on travaille, on fait la semaine de travail, et puis, bon, bah, le week-end, on va s'entraîner. Et c'est vraiment, c'est le projet mini, c'est 24 heures sur 24, quoi. Il y a pas de repos, c'est 7 jours sur 7. Là, en Figaro, alors ça vient doucement parce que ça fait que 3 mois que je suis en Figaro, mais j'essaye d'avoir plus d'équilibre entre ma vie perso et ma vie pro, et voilà, progressivement, je retrouve un rythme un peu plus équilibré, je pense. Tu nous disais tout à l'heure, quand tu étais encore à la Ciotat, par exemple, que l'idée de devenir navigatrice professionnelle, skipper, ne t'effleurait pas à l'esprit plus que ça. Aujourd'hui, tu te sens à quel point
parfaitement là où tu devrais être finalement? Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que je m'éclate. J'ai envie de garder un pied dans l'ingénierie parce que j'adore ça, tout simplement. Mais je me vois pas de nouveau passer des journées complètes derrière l'ordinateur à faire des dessins sur AutoCAD ou sur SolidWorks, quoi. Enfin, je me vois pas du tout. Là, j'ai vraiment envie de continuer en course au large. Donc non, je pense que je suis à ma place et je me verrai pas ailleurs. En tout cas, ça c'est sûr. Tes parents, ils portent quel regard sur ton parcours justement? On a beaucoup parlé de ton papa notamment au début, celui avec qui tu voulais naviguer exclusivement avec lui. Ouais, exclusivement. Je pense que je suis pas la seule à être passée par cette phase-là. Je pense qu'il y en a eu d'autres avant moi et il y en aura d'autres après moi. Je pense qu'ils sont tous les deux super contents avant tout de voir que je m'éclate dans mon domaine. Et puis ils comprennent aussi parce que, eux, ils sont voleux. Je pense que mon père, il aurait rêvé de faire ça quand il avait mon âge, quoi. Maman, non, maman, elle aurait pas rêvé de faire ça. Et voilà, après ils me font confiance. Bon, c'est sûr, quand je suis en mer, je pense que maman, elle aime pas trop. Elle me le dit pas, mais elle est contente quand je rentre, quoi. Mais comme toute maman, mais non, je pense qu'ils sont super contents et ils suivent ça assidûment. Ouais. Allez, dernière question, puisqu'on a parlé des Sables d'Olonne et que qui dit Sables d'Olonne dit Vendée Globe. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans un petit coin de ta tête, surtout quand tu es au quotidien, enfin que tu côtoies un Kojiro qui est en train de préparer son deuxième Vendée là. Est-ce que c'est quelque chose qui peut germer? C'est pas un objectif, en tout cas pour le moment, c'est pas un objectif à 300%. Après, je dis pas que ça se fera jamais, mais pour le moment, quand je vois la taille du bateau, les efforts qu'il y a et tout, je me dis ouais, ça paraît c'est quand même engagé, quoi. Mais après, en tout cas, c'est pas du tout un non. Donc peut-être que dans quelques années, en progressant, je fonctionne un peu étape par étape. Donc pour le moment, je me sens pas trop de faire ça, mais peut-être que dans quelques années, en prenant de l'expérience et cette envie-là, elle viendra. Pour le moment, il y a une course qui me fait envie, c'est l'Ocean Race. Voilà. En plus maintenant c'est en IMOCA, donc peut-être si je fais de l'IMOCA en équipage, après je me dirais en fait en solo ça va le faire. Et puis là je me dirais allez, le Vendée Globe devient vraiment un objectif, mais ouais pour le moment c'est pas. En tout cas, je prépare rien pour ça et puis on verra comment ça se présente. Faisons marche après marche. Ouais, marche après marche, mais je dis pas que j'aurais jamais envie de le faire. Ça, bien au contraire, c'est dans un coin de ma tête, mais un coin un peu lointain, quoi, pour le moment. Mais l'Ocean Race, ça me plairait, ouais. L'Ocean Race là, dans un futur à moyen terme, on va dire, ouais, ça j'aimerais bien. Eh ben, à bon entendeur, à ceux qui nous écoutent, hein. Ouais. En ayant grandi avec les Anglo-Saxons, c'est vrai que eux, ils suivent beaucoup l'Ocean Race, donc du coup, je sais pas si c'est ça qui m'a donné envie de faire l'Ocean Race, mais en tout cas, ouais, ça j'aimerais bien, ouais. Bon, bah écoute, déjà, on va te souhaiter une très très bonne solitaire cet été, une super course pleine d'effets de site et de parcours tu vas pouvoir t'éclater comme tu aimes, hein, comme tu nous l'as. Dans les cailloux avec pas mal de naves et tout, ça va être bien. Puis le parcours a été dévoilé puis il y a 10 jours, quelque chose comme ça, ou la semaine dernière, je sais plus. Et, tout à fait. C'est un chouette parcours. Rouen, Riron, Royan, La Turballe avec un petit détour par là-haut quand même. On fait pas un Royan, La Turballe direct, ce serait. Un petit détour par là-haut et puis Riron, Royan en passant par le Cap Finistère. Voilà, exactement. Donc on fait pas les choses simples non plus, ce serait pas drôle. Sinon. Non. Ah, mais il faut du challenge. Oui, bah oui, sinon c'est pas drôle. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été l'invité de Navigante. On te souhaite de bons entraînements d'ici là et puis de prendre toujours autant de plaisir parce que ça a l'air d'être le cas. Merci, écoute, merci pour l'invitation et puis peut-être à une prochaine. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.